Bonjour chers téléspectateurs, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission en diffusion et en rediffusion. L'essentiel est que nous sommes là pour parler du Congo. Que le Congo gagne, c'est votre émission qui analyse l'actualité, qui vous scrute les informations qui nous tombent tout à l'heure de tous les secteurs de la vie sociopolitique de notre pays. Alors aujourd'hui, à l'affiche déjà deux invités. Je commence avec le premier à tour de rôle. Ils vont défiler sur ces plateaux. Je commence avec M. Patrick Pacheli Lukusa, qui est analyste politique et aussi secrétaire général de RCI, en sigle qui signifie Rassemblement de Congolais Intègres. Alors après lui, nous allons aussi recevoir M. José Kalenga, qui est membre de l'UDPS. Ensemble avec eux deux, nous allons essayer un peu de parler de tout sauf de rien, surtout qu'en ces derniers temps, il y a eu beaucoup de grandes lignes et entrées avec l'actualité dans notre pays. Alors je me tourne vers mon premier invité pour le saluer. Bonjour Monsieur Patrick. Bonjour tonton Jika. Vraiment très ravi de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Vraiment. Alors nous commençons directement avec notre émission, question d'analyser avec vous l'actualité de notre pays. D'abord, nous commençons par ces coups d'État ratés avec Christian, je ne sais pas, qu'allons-nous dire, Mananga, oui. Qu'allons-nous dire, est-ce que c'est encore un chébéa de plus pour le régime Tshisekedi? Oui, tout à fait normal. Vous voyez, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oui. Il est attaqué presque chaque jour. Ce n'est pas la première fois que cela soit fait. C'est la, je ne sais pas si c'est la 10e ou la 15e fois que cela soit fait. Donc, il est attaqué chaque fois par les ennemis de la paix, par les ennemis de la République démocratique du Congo. Ils veulent toujours mettre fin à la vie de son Excellence. Pourquoi? Parce qu'il va en lui l'amour de servir la République. Est-ce que c'est l'amour de servir la République? Si c'est l'amour, on ne verrait pas de tentatives de coup d'État. Peut-être les citoyens seraient contents de son régime, mais quand il y a des tentations à vouloir le renverser, c'est là, rime à dire que peut-être il y a des mécontents. Mais que dit Larry? Nous avons sillonné presque la ville-province de Kinshasa. Tout le monde était contre ces coups d'État ratés. Vous voyez? Et puis Christian Mananga, ce n'est pas la première fois qu'il essaye ça au Congo. Il a essayé aussi avec le président Kabila. Oui. Donc, aujourd'hui, il est neutralisé définitivement. Pourquoi? Parce qu'il a essayé d'attaquer un élit dédié. Fachi, c'est un élit dédié, raison pour laquelle vous voyez, il reste là où il est. Christian Mananga a brandi le drapeau du Zaïre, comme pour dire que bon, la population était mieux du temps de Mobutu que de notre temps aujourd'hui avec Félix Antoine Tshisekedi, qui prônait avant d'être président une vie sociale très stable pour les Congolais. Mais fort malheureusement, ce n'est pas le constant. Hein? Oui, les gens peuvent le dire comme ça, les gens peuvent analyser de leur manière, mais moi je peux dire que c'est une insulte à la République. Dire que le Congo d'aujourd'hui est mal par rapport aux Zaïre, oui. Nous faire encore retourner aux Zaïre, les Zaïre où nos parents dansaient pour M. Mobutu, qu'on puisse encore retourner dans les anciennes habitudes. Ça, on ne peut pas accepter. Mais tant mieux danser tout en étant rassasié que de ne pas danser en étant affamé. Mais vous oubliez que dans cette même république, à l'époque de Mobutu, M. Kansebou achetait les tenues pour les militaires. Okay. Donc, la misère n'a pas commencé ici, ou soit avec Fachi. Fachi a hérité ça. Vous voyez? Là, et c'est dans quel contexte que le président Tshisekedi a eu le pouvoir? Il y a eu Covid, il y a eu beaucoup de choses. Et aujourd'hui même, aller sillonner partout dans les pays du monde, vous allez voir que la misère est en train de battre record partout. Pourquoi ce discours a été toujours constaté chez beaucoup de classiques politiques? Même les gens de Kabila ont aussi dit que Joseph a trouvé le pays en lambeaux, Bemba de l'autre côté, Zaïdi, si de l'autre côté les pays est en morceaux. C'est le même discours que aussi les adeptes de Tshisekedi nous amènent sur des plateaux. Non. Oui. Fachi, depuis qu'il est au pouvoir, il est en train de se battre. Oui. Pour ramener les Congo dans les bons chemins. Il se bat nuit et jour. Si vous voyez le président de la République, il
il ne dort pas. Ouais. Comme les autres les faisaient. Chaque fois il voyage, chaque fois il est parti. Pourquoi il est en train de chercher des solutions pour la République démocratique du Congo? Donc, il connaît les soucis et il connaît les besoins de la République, raison pour laquelle il voyage, il fait tout ce qu'il fait là pour qu'il y ait quand même... il est connu aujourd'hui. Il est connu aujourd'hui qu'une tache noire est vue de la politique de Joseph Kabila, d'autant plus que Chebeya est tombé sous son régime. Est-ce que ça sera sur le mien aujourd'hui qu'on puisse dire que Christian Mananga est tombé sous le régime de Tshisekedi et que ça soit une tache noire pour son régime? Jamais. Pourquoi nous disons ça? Au Congo, on ne peut pas prendre les pays ou soit le pouvoir par les armes ou soit par un coup d'État. Il y a une voie que la constitution que nous avons actuellement, que nous, la jeunesse d'ailleurs, nous sommes en train de penser que cette constitution soit désinstallée. Qu'on puisse quand même faire une constitution à la taille de la République démocratique du Congo. Vous voyez? Donc dans cette constitution-là, on a dit pour avoir le pouvoir au Congo, il faut passer par les voies démocratiques. Et ici au Congo, nous savons très bien que pour avoir le pouvoir, il faut commencer d'abord par les élections. Donc il y a eu les élections, nous n'avons pas vu M. Christian Mananga postuler, mais il veut seulement désinstaller ou soit déstabiliser les institutions pour racher le pouvoir. Ça, nous, on ne peut pas accepter. Et ça ne va pas arriver. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, aujourd'hui, Kamer à la tête de l'Assemblée nationale, je cite les paroles du président de la République, Kamer jouerait encore un rôle dans ce pays. Peut-on dire que la prophétie est accomplie? Oui, certainement, parce que c'est le chef de l'État qui connaît bien ses pions. Il connaît la valeur et puis les potentialités que Vital Kamerhe a. Détient. Négativement aussi, il devrait aussi connaître aussi ses points faibles, parce que vous savez, avec le premier mandat, l'affaire 100 jours, c'était une tâche qui ne sera jamais oubliée dans le mémoire des Congolais. Et c'est lui qui en a l'artisan de cette tâche-là de 100 jours. Nous savons bel et bien, c'est Vital Kamerhe. Oui, bien sûr, les gens peuvent le dire ainsi, hein, pour dire que Kamerhe avait volé, Kamerhe avait détourné, mais la justice n'a pas démontré mot à mot comment M. Kamerhe a détourné les deniers publics. Donc nous, on ne peut pas suivre ce que Larry dit. Donc nous allons nous atteler sur les lois. Que dit la justice de la République démocratique du Congo à propos de ce qui a été mis à la charge de son excellence, ou soit l'honorable Vital Kamerhe. Vraiment. Donc on ne peut pas rester là. Tous nous avons nos imperfections. Kamerhe c'est un humain. Tous nous sommes des humains. Chaque personne peut avoir toujours ses limites. Voilà. Alors d'aucuns pensent que peut-être voir Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale serait une récompense, d'autant plus que le premier mandat de Félix Tshisekedi, il y avait un deal entre l'UNC et aussi l'UDPS qui ont formé le cash, avec promesse qu'une fois au pouvoir, M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, j'allais le dire, aurait donné la primature à Vital Kamerhe. Alors, chose n'étant pas faite, peut-être c'est l'occasion du président Tshisekedi à récompenser Vital Kamerhe en lui donnant la présidence de l'Assemblée nationale. Mais si c'était une récompense aujourd'hui, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a la majorité écrasante même. Il pouvait le nommer Premier ministre. Pourquoi il ne l'a pas fait? Ah, c'est une dette qui reste à payer et maintenant c'est payé. Non, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme de parole. C'est quelqu'un qui respecte les principes d'ailleurs. Donc, Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, mérite là où il est. Parce que l'exemple en est que quand il est arrivé d'abord là, vous avez vu comment il a été accueilli par les travailleurs de l'Assemblée nationale. Moi j'ai l'image où on est en train de battre un jeune là pour avoir crié voleur. Hein. Non, mais... J'ai cette image là avec moi. Oui, les images peuvent circuler. C'est pas tout le monde qui a acclamé pour Kamerhe, mais il y a aussi d'autres qui ont crié. Même Jésus-Christ à son époque, il y en a d'autres qui l'appelaient Belzéboul. Voilà. Ce qui n'était pas réel. Donc Vital Kamerhe mérite un respect énorme. C'est quelqu'un qui a travaillé pour la République et qui travaille et qui travaillera toujours pour la République. Donc Vital Kamerhe mérite mieux dans ce pays. Peu importe ce qu'il a fait dans le passé, bon.
Nous savions bien que l'Union sacrée, c'était une machine à lavage. Même ceux qui sont venus du Kabila au PPRD, à l'FCC, sont venus dans l'Union sacrée, sont blanchis de tous leurs péchés. Hein. Bon, vous savez, Vital Kamerhe fait partie de ceux qui avaient dit non au régime de M. Kabila. Oui. Donc, lui, n'étant pas que... Il n'est pas venu comme tous les autres que nous sommes en train de voir aujourd'hui s'affilier ou soit s'allier derrière son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, lui, quand même, a un profil d'un leader. Donc, un leader, quand il regarde que ça va, ok. Quand il va pas, quand ça ne va pas, il peut s'arrêter et puis faire autre chose. Comme la politique aussi est dynamique, on ne peut pas seulement rester statique. Donc la République doit évoluer. Doit évoluer. Alors, Monsieur Patrick, changeons encore de sujet. Cette fois-ci, parlons un peu du formation du gouvernement. Soumina, qui vient de sortir. Votre constat d'abord par rapport à la configuration de ce nouveau gouvernement. Oui, nous sommes de ceux qui avaient demandé au président de la République, nous, les rassemblements des Congolais intègres RCI, qui est chapeauté par les camarades Marlon Poyi, nous avons demandé au président de la République de nommer une femme ou un homme capable de résoudre les attentes de la population congolaise. Vraiment. Et voir déjà Madame Soumina, son excellence... Madame le Premier ministre, les profils qu'elle a, elle mérite être là où elle est. C'est une femme de valeur, une femme battante, une femme qui a quand même une vision pour la République démocratique du Congo, vu tout ce qu'il a fait au ministère du Plan. Donc elle mérite être là où elle est. Mais souvent ce pays, vous avez toujours l'habitude de donner des éloges par rapport au cursus intellectuel, scientifique d'un candidat, mais une fois aux affaires, on a toujours vu le contraire. C'est un pays où Adolphe Mouzitou fait aussi un premier ministre, un pays où Matata Ponyo fait aussi premier ministre, mais après quoi il y a eu des détournements, il y a eu toujours des résultats là qui étaient un peu négatifs. Comment le profil scientifique des candidats ne parvient pas à résoudre le problème sincèrement social de la population? Oui, c'est là où les bas blessent. Quelqu'un qui est expert, je ne sais pas dans quel domaine, on peut lui mettre dans une place pour qu'il puisse extérioriser ce qu'il lui a appris, je ne sais pas, depuis 5, 6 ou 10 ans même. Donner le meilleur de soi. Arrivant sur terrain, il peut faire je ne sais pas quoi. Mais avec Madame Toulouka, quand même, elle nous a prouvé depuis qu'elle était ministre. Qu'est-ce qui vous convainc vraiment à dire qu'avec elle, tout ira mieux? Tout ira mieux. C'est pour la première fois qu'une femme soit aujourd'hui ministre dans notre pays. Mais oui, c'est pour la première fois qu'une femme soit. D'ailleurs, nous saluons le président de la République pour cet acte de grandeur aussi. Parce que beaucoup disent, moi ça tourne à Mbokate, vous voyez au moins ça. Mais avec son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, lui qui est le leader de masculinité positive, il nous a prouvé qu'avec la femme, on peut mieux faire. Dans une famille où il n'y a pas une maman, vous allez voir que le tout est en désordre. Mais nous les jeunes intègres, nous croyons nécessairement qu'avec Maman Toulouka, le pays ira de l'avant. Il y a de ceux qui pensent que le président a souhaité que ce soit une femme pour qu'elle soit manipulable et pour qu'il évite un peu cette affaire-là de Lumumba et Kasavubu où le Premier ministre destitue le président son tour destitue le Premier ministre. C'est pas aussi un choix par rapport à la crainte aussi de toute complication. Les gens peuvent penser, bon, on ne peut pas interdire à quelqu'un de penser, c'est la liberté pour tout le monde. Chacun peut penser de ses manières, chacun peut avoir sa manière de voir les choses, mais toute femme n'est pas manipulable. Vous voyez, il y a des femmes qui gèrent des entreprises aujourd'hui. On peut citer Madame Eve Bazaïba. Est-ce qu'avec une femme pareille, vous pouvez aller manipuler la dame comme on peut manipuler qui? Non, moi souvent j'ai toujours dit la colonne vertébrale d'un scientifique ne s'incline pas devant n'importe qui. Elle reste droit dans ce qu'elle peut faire et nous croyons qu'avec elle tout peut changer, tout peut aller. Alors, parlons maintenant de la taille du gouvernement, plus d'une cinquantaine de ministres. Et une bonne chose, un gouvernement très vraiment long comme ça.
Oui, ce n'est pas la taille du gouvernement qui fera que le pays puisse avancer. On peut avoir le gouvernement de 50 personnes, de 100 personnes. Bon, tout dépend de... Parce que pour que nous ayons le gouvernement, vous avez vu, nous avons pris à peu près 5 mois. Ça a pris du temps, oui. Vous voyez, c'est parce qu'il y avait encore des consultations, il y avait encore des réunions, il y avait beaucoup de choses pour que nous ayons le gouvernement que nous avons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons le gouvernement avec les caciques qui composent ce gouvernement. Nous croyons sincèrement que tout peut changer. Il y a d'autres figures qui ne parviennent pas à se détacher du gouvernement. À tout gouvernement, ils sont toujours là. Je crois que l'UDPS pourrait faire un peu le contraire, voir de nouvelles figures, bien sûr, mais ils ne sont pas beaucoup. Mais le même là, il y a même d'autres qui ont été déplacés d'un ministère à une autre. Je ne sais pas. Où est le changement tant prôné par l'UDPS? Non, le changement, ce n'est pas si seulement changer de personne. On peut rester avec la même personne, mais vous allez voir qu'il y a quand même un changement. Donc, avec la taille du gouvernement, avec le gouvernement Toulouka, nous croyons que tout peut changer. Parce que c'est un gouvernement que les Congolais attendent beaucoup. Alors parlons un peu même de deux ministères. Nous avons d'abord la justice qui revient dans les mains de Constant Moutamba, un cacique de Joseph Kabila hier, qui était proche de Joseph Kabila, mais quand même, le président l'a repêché d'être au gouvernement. Un bon acte? Mais allez voir d'abord le profil de Constant Moutamba, que je salue d'ailleurs en passant parce que j'ai moi aussi travaillé avec lui. Oui. C'est une intelligence. Moutamba, ce n'est pas quelqu'un qui vient de la rue comme ça. Qui n'a pas pu exploiter son intelligence avec Joseph Kabila parce qu'il y avait les impunis au temps de Joseph Kabila. Mais oui, bien sûr, il n'a pas extériorisé ça parce que Kabila n'a pas donné à Moutamba un poste de prise de décision. Comme la justice aujourd'hui. Comme la justice aujourd'hui. À l'époque même de Kabila, Moutamba n'a pas eu la chance de devenir même bourgmestre. Oui. Alors, parlons du ministère de Transport qui revient entre les mains de M. Jean-Pierre Bemba, qui était autrefois à la Défense, directement au ministère de Transport. Quelles sont les attentes selon toi? Oui, les attentes sont énormes. Nous sommes en train d'observer, de regarder d'abord, mais nous croyons que Jean-Pierre Bemba connaît les attentes de la République. Il connaît très bien la République démocratique du Congo parce qu'il a eu quand même le temps de sillonner. Parce que beaucoup pensent que quand on parle de transport, ils regardent seulement la petite ville Kinshasa. Non, quand on parle de transport, on regarde d'abord les grands Congo. C'est les grands Congo. La plupart des gens viendront ici vous dire que non, Tshisekedi a échoué, Mbemba a échoué. Pourquoi? Parce qu'ils regardent seulement la ville-province de Kinshasa. Vraiment. Mais le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Le Congo est grand. Une personne de la trempe de Jean-Pierre Bemba assurait ce poste de ministre de Transport. N'est-ce pas aussi une humiliation quelque part? Est-ce que le gâteau a été bien partagé? Si. Si. Comment ça? Mais est-ce que lui était né seulement pour être ministre de Défense? Il peut servir la République dans d'autres fins. Il peut même quitter là, devenir même conseiller du chef de l'État. Donc il n'est pas appelé seulement à être ministre. À savoir qu'il a aussi un parti politique qui a ses racines dans ce pays. Mais oui, les partis politiques... MLC, ce n'est pas n'importe quel parti politique. Mais ils ont eu quand même des ministres. Aujourd'hui, nous avons l'environnement avec Madame F. Bazaïba. Il a eu quand même à se retrouver. Et pourquoi seulement quand on parle de partage, on voit c'est ce que nous les jeunes, nous sommes en train de lutter pour ça d'ailleurs. Que les leaders seulement soient là. Non, on peut les déplacer, placer une autre personne. Mais votre politique à l'UDPS, apparemment, quand les gens vous suivent, vous avez une politique à vouloir un peu exterminer les gens tout à côté de vous. Il y a Vital Kamere qui rêva de la primature, mais jusqu'aujourd'hui n'en a pas eu. Il y a Kabunda Kabunda qui croupit encore dans la prison. Presque des gens qui vous accompagnent. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Bemba avec la trempe qu'il a. Bon, il prend un ministère du Transport. Bon, je me demande, c'est quelle politique où vous êtes en train de finir les gens petit à petit comme ça? Non, ce n'est pas finir avec les gens. Vous savez, en politique, il y a les partages comme vous venez de le dire. Oui. Donc, on doit jouer avec les géopolitiques. Voilà. Vous voyez? Pour qu'il y ait... D'ailleurs, même avec Madame Soumino,
elle pensait que nous ayons un gouvernement de 40 quelque chose. Mais si nous sommes allés jusqu'à 54 membres, pourquoi? C'est juste pour satisfaire tout le monde. Donc c'est pour que chacun se retrouve, qu'il sert le pays là où il est. Un gouvernement budgétivore, alors la population ne va pas se retrouver. On va se retrouver nécessairement. Parce que nous attendons encore les programmes de ce gouvernement. Donc c'est après le programme qu'on peut maintenant venir encore sur votre plateau, parler et puis décortiquer sur les programmes. Alors nous tendons déjà vers la fin de notre vraiment première intervention, qui est assumé par M. Patrick Patili Lukusa, analyste politique, mais également il est secrétaire général de RCI, Rassemblement des Congolais Intègres. Alors, M. Patrick, la guerre à l'est du pays, est-ce que maintenant là, au stade où nous sommes, nous pouvons dire que la diplomatie a bien joué? Oui, nous les Congolais, nous ne comptons pas seulement sur la diplomatie extérieure. Si vous voyez sur les t-shirts que je porte, oui, nous avons dit l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas un abattoir. L'affaire de l'Est concerne les Congolais. Si nous ne prenons pas les risques de défendre notre pays, personne ne viendra combattre à notre place. C'est le Congo que nous avons hérité de Lumumba. Le Congo que nous avons hérité de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nous allons léguer cette république dans son entièreté à de futures générations. Vraiment. Nous sommes en train de nous battre avec les Ouazalendo, avec nos forces de la FRDC. J'ose croire que nous allons mettre fin à cette guerre. Croyez-vous que Kagame est actuellement coincé? Mais oui, bien sûr, il est coincé. Il est coincé parce que tous les opposants aujourd'hui, si vous les posez des questions, ils vont vous dire non, laissons d'abord ça. Vous voyez comment la RDC est en train de monter en puissance. Voyez comment les jeunes gens se battent à l'Est. Au moment où nous sommes ici dans des plateaux en train de parler, tout ça. Mais il y a les jeunes qui se battent là-bas. Et pourtant aussi les Américains vous pondent de quoi? De communiqués selon lesquels vous devrez arrêter et venir sur la table de négociation avec Kagame. Comment vous allez vous en prendre? Mais la position de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est comment? Une position qui n'est pas claire. Tantôt, non, il est clair. Tantôt on croit être avec la Russie, tantôt on est avec les Américains, tantôt c'est Macron qui nous appelle en France, nous partons encore. Toujours, on ne sait pas quel est notre partenaire. C'est la politique militaire, nous pouvons dire ça comme ça. Le tout, on ne peut pas exposer sur un plateau comme ça parce que il y a nos héros qui ont aussi leur manière de faire les choses. Je vous dis à très bientôt, Bunagana sera récupéré. Nous en avons beaucoup écouté, ça fait plus d'une année que Bunagana est entre les mains des assaillants. Mais regardez comment nous sommes en train d'avancer. Les avancées, vous n'en parlez pas. Il faut regarder comment la RDC est en train d'avancer. Il y a des plaies au moment où je vous parle à Rwanda. Le problème avec les Rwandais, c'est quoi? C'est parce qu'elles ne publient pas comme nous. Chez eux, quand on tue, ils se taisent. Mais chez nous, quand c'est un seul militaire qui tombe au front, et vous allez voir que c'est la toile qui a acclamé. Peut-être ça fait partie des stratégies. Rwanda recule pour encore vous avoir et vous abattre encore davantage. Mais si cela était le cas, pourquoi il y a de pleurs? Disons, la guerre est prête à être finie en RDC. Cette guerre retournera à Rwanda. Je vous dis, même si aujourd'hui nous sommes incapables, même nos enfants se battront pour récupérer la République démocratique du Congo. Même nos enfants se battront pour récupérer la République démocratique du Congo. Je pense qu'on a épuisé la matière avec vous pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin avant de nous séparer. Vous regardez votre caméra et vous adressez le temps pour moi de récupérer notre deuxième invité qui va bientôt faire son entrée dans notre plateau. Oui, je salue d'abord tous ceux qui nous ont suivis. La grande famille RCI, les camarades de Joey Longo, lui qui nous soutient quand même des fois aussi, beaucoup mon grand, et puis les grands Jérémy Kaninda, je vous salue aussi et joyeux anniversaire à la dame. Oui, les grands derniers mots que je peux avoir est que la paix quitte nos esprits.
Vraiment. La RDC, c'est notre pays. Si nous ne nous battons pas, personne ne viendra. Les jeunes, nous avons une responsabilité. Oui. Nous, la jeunesse, on ne peut pas seulement laisser. Nous devons nous constituer comme une seule personne pour mettre fin à cette guerre qui nous est imposée par les ennemis de la paix. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est M. Patrick Pacheli Lukusa, analyste politique, mais également secrétaire général de la RCI, Rassemblement de Congolais intègres. Et là, nous continuons toujours avec notre émission. Question pour moi de recevoir encore sur ces plateaux un deuxième invité qui est déjà dans nos murs et également devant moi. Il s'appelle M. José Kalinga. Il est membre de l'UDPS. Avec lui, nous allons encore une fois de plus scruter les grandes lignes de l'actualité de notre pays. M. José Kalinga, bonjour. Bonjour M. Justin, vous allez bien? Non, Dieu fait grâce de mon côté. C'est pour moi un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Très content d'être encore devant vous. Oui. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas revu sur un plateau de télévision. En tout cas, je suis honoré d'être votre invité aujourd'hui. Vraiment. Le plaisir est partagé, monsieur, je sais. Merci beaucoup, monsieur Justin. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, nous allons déjà... Parlons d'abord un peu de la culture, parce que nous venons fraîchement de la politique avec monsieur Pacheli Lukusa. Je veux un peu qu'on parle un peu de ce phénomène au stade de martyr. Déjà, Moïse Mbie qui venait de s'acquitter de son devoir en jouant au stade de martyr. Il y a Mike Kalambay en perspective dans le mois de juillet. Aussi Fally Ipupa qui compte faire le double martyr au mois d'août. Un mot d'abord pour le déroulement du concert de M. Moïse Mbie. Je crois que d'abord je devrais en premier mot leur dire félicitations et les encourager, surtout pour le tout dernier concert de Moïse Mbie qui s'est produit au stade de Martyr. C'était en fait, il a réellement montré, prouvé à la face du monde son niveau artistique et son talent, mais aussi la popularité qu'il a, parce que un grand nombre des enfants des dieux consomment ses chansons, sa musique, et nous ne pouvons que le féliciter. Mais de l'autre côté, je aurais aussi un avis un peu contraire, parce que je semble comprendre, c'est comme si ces phénomènes de stade de martyr prend encore une autre tournure, c'est-à-dire que nous étions d'abord avec les musiciens mondains, comme on les appelle, et puis après c'est maintenant le tour des musiciens chrétiens. Je pense que si c'était seulement pour élever les noms des dieux, prêcher la bonne nouvelle, ça ne devrait pas en tout cas susciter des débats ou de contradictions entre nous. Surtout des polémiques aussi. Surtout des polémiques, voulais-je dire. En tout cas, ça ne devait pas susciter de polémiques, parce que c'est pour l'intérêt du royaume des cieux, c'est pour l'intérêt des enfants des dieux. Surtout ça. Et surtout, je pense, pour moi, comme le concert de Moïse Mbie s'est produit, que Mike Kalambay ne cherche pas à faire plus ou à faire encore beaucoup des gens qui viendront remplir le stade. L'essentiel ici, c'est de faire passer le message, de demander à ceux qui ne sont pas encore chrétiens de rejoindre la famille chrétienne, ceux qui ne vivent pas selon les prescrits bibliques, de commencer à vivre comme Dieu nous impose. Et ça sera le plus grand concert que nous serons en train de réclamer. Voilà, merci beaucoup. Alors, Fally Ipupa qui compte se produire doublement au mois d'août au stade de Martyr, est-ce que cela pourra le classer parmi les premiers artistes de sa génération à faire une pareille chose? Je crois que double ou pas double, ça ne donne pas à la personne la prétention d'être les meilleurs, non. Parce qu'il ne sera pas classé parmi les premières personnes à avoir fait double salle. Nous avons connu des débuts de la musique avec les Wenge, nous en avons vécu avec Weranson, qui n'en a fait même pas ici au Congo mais ailleurs. Et donc ça sera seulement du nouveau, du vécu, déjà du connu, parce que ça ne sera pas nouveau. Je pense que l'essentiel ici, c'est de faire de la bonne musique qui
change la société, qui transforme la société et qui détend aussi les mœurs comme on l'a toujours défini. Merci beaucoup, Monsieur Jos Kalinga. Cette fois-ci, passons maintenant à la politique. Commençons d'abord par la guerre à l'est du pays, cette guerre qui a tant emporté de nos citoyens, beaucoup de morts, cette guerre qui a fait couler du sang. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nous sommes dans une bonne posture pour la victoire, alors la victoire finale de cette guerre? D'abord, déjà, je profite aussi pour saluer la nomination du nouveau ministre, Excellence Guy Mwadiamvita, qui vient en remplacement de son Excellence Jean-Pierre Mbemba, que je pense avoir fait aussi un travail important pendant son passage dans ce ministère. Ici, il était d'abord question de restructurer notre armée, de remonter l'armée en puissance, de doter l'armée des matériels sophistiqués, de matériels capables à combattre sur le terrain, mais aussi de structurer, comme je viens de le dire, de recomposer notre armée. Le chef de l'État n'a cessé de le dire que nous étions infiltrés déjà depuis un grand temps. Et je pense que Jean-Pierre Mbemba aurait fait ce travail pendant son temps sur la tête de dans ce ministère. Et ici, Guy Mwadiamvita qui vient en remplacement, il vient encore hériter le même problème, c'est de continuer l'élan que Jean-Pierre Mbemba avait lancé, de restructurer notre armée, mais aussi de doter l'armée des moyens. Parce qu'on ne peut pas gagner une guerre sans avoir les moyens conséquents à la disposition de cette armée. Et vous le savez, nous sommes un peuple de plus de 100 millions d'habitants. Et je pense que nous devons d'ailleurs être parmi les 5 premières armées, si pas du monde, mais au moins de l'Afrique, parce que nous en avons une population qui est 70% constituée de jeunes. Donc ici, il suffit d'une très bonne stratégie et une bonne approche. Nous aurons un grand nombre de jeunes qui vont d'abord accepter de servir sous le drapeau, mais aussi de se battre pour sauver le pays. Il y a mon ami qui est passé par ici qui parlait que notre génération future viendront combattre. Non, nous en avons d'abord le devoir, je le salue, nous en avons d'abord le devoir pour le moment de combattre jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour ne pas léguer à ces générations un pays à moitié. Nous en avons reçu un pays avec 2 344 000 quelques kilomètres carrés. Nous devons le léguer à la nouvelle génération, aux futures générations, dans l'état où nous l'avons reçu de nos pères fondateurs. Mais cette génération dont vous êtes en train de parler se retrouve au devant de deux chemins. D'un côté, aller servir le drapeau, mais de l'autre côté, rejoindre l'AFC de Nanga, qui était par contre le nôtre, mais qui fait aussi des recrutements au sein de ces regroupements de rébellion. Cette jeunesse-là se retrouve au bout de deux chemins. Quoi choisir pour défendre la République? Vous savez, Monsieur Justin, dans toute structure, dans tout regroupement, il y a toujours eu des brebis galeuses. Il y a toujours eu de personnes de faibles d'esprit. Il y a toujours eu de personnes assoiffées d'avoir plus. Mais je crois que ceux qui sont appelés à servir sous le drapeau et à aimer le Congo, à défendre le Congo, ne vont pas trahir, quoi qu'ils aillent être tentés pour avoir beaucoup d'argent ou être récompensés pour d'autres biens. Mais ça revient aussi à notre responsabilité, aux autorités, de mettre les soldats, les militaires dans des conditions un peu plus humaines. Parce que ces gens-là qui vont au front, ils ont des familles, ils ont des responsabilités, ils ont des charges. Et donc, ils ne peuvent pas aller au front comme ça sans garantir les familles, sans garantir leurs familles, sans garantir leurs enfants de sacrifices qu'eux ils vont aller porter pour la République. Je pense que les autorités, l'État, les chefs de l'État devra aussi penser de cette manière, et je sais aussi qu'il est toujours dans cette approche. Maintenant, il faudrait parler de la guerre à l'Est. Vous le savez, cette guerre, nous l'avons toujours dit, c'est une guerre asymétrique, une guerre dont les responsables ne sont pas réellement présents ici
mais qui tire les ficelles de très loin. De trop loin. Et nous le savons que... Là, vous voulez impliquer le Rwanda. Oui, pas seulement le Rwanda, parce que le Rwanda, le chef de l'État, il n'a cessé aussi toujours de le rappeler que le Rwanda en soi n'est rien. Parce que le Rwanda face au Grand Congo, le Rwanda ne pèse pas, c'est un poids mouche. Voilà. Et si ce n'était que le Rwanda qui faisait la guerre au Congo, cette guerre aurait déjà pris fin depuis très longtemps. Voilà. Mais ici, nous avons d'abord essayé et nous avons combattu jusqu'à ce que la communauté internationale reconnaisse que c'est le Rwanda qui nous attaque, c'est le Rwanda qui est ces ponts qui entrent dans notre pays ou qui favorisent cette agression dans l'est de notre pays, voilà. Mais aussi d'autres communautés ou d'autres pays de la communauté internationale. Déjà, vous le savez, oui, que le pays est en train de mener une campagne contre une marque de téléphone, si je peux citer, oui, iPhone, qui utiliserait de minerais de sang. Déjà, vous comprenez qu'il serait peut-être parmi ceux-là qui tirent les ficelles de très loin, parce qu'ils ont besoin de minerais qui les aident à fabriquer les... Mais le président de la République ne parvient pas à citer comme ça l'agresseur de la RDC à travers, en utilisant Rwanda, parce que nous avons vu Kabila qui était incapable de citer Rwanda dans sa bouche, dans cette agression. Bon, Félix Tshisekedi vient, il essaie quand même de citer Rwanda, mais sachant que derrière Rwanda, il y a encore d'autres grandes puissances dont lui-même n'est pas capable peut-être de les citer par leur nom. Devrons-nous encore attendre notre président cette fois-là, qui va ne pas citer le Rwanda et aller droit dans les yeux et citer les faisant partie de la communauté internationale? Non, vous savez, monsieur Justin, la guerre ne se gagne pas que pendant les moments des affrontements. Ouais. La guerre a plusieurs approches. On peut être là en train de combattre, mais aussi en utilisant d'autres formes de guerre. Prenons le cas de la diplomatie. Ici, le chef de l'État, déjà même dès l'entame de son premier mandat, le chef de l'État avait bien voulu remettre les bonnes relations entre nous et le Rwanda, oui, jusqu'au point de donner beaucoup de faveurs, si je peux l'utiliser de cette manière, au Rwanda, pour que nous travaillions ensemble pour l'intérêt de nos peuples, pour l'intérêt de l'Afrique, pour l'intérêt de l'Afrique centrale. Mais vous verrez que les autres n'ont pas eu la même approche, la même intention que le chef de l'État. Oui. Voilà pourquoi le chef a été forcé de couper ces relations-là, ou de se dédire un peu par rapport à ce qu'il est en train de donner comme volonté. Parce que le chef, nous le disons toujours, a toujours eu cette approche de mettre les gens dans une connexion de travail. Ouais. Permettre que l'Afrique se connecte, que nous puissions quitter d'ici en Afrique du Sud par des moyens aussi pas très difficiles, de Zimbabwe à Zimbabwe ou dans les différents autres pays d'Afrique, pour permettre aux Africains, un peu comme en Europe, avec les pays Schengen, ouais, on peut circuler et travailler en connexion. Ouais. Mais malheureusement, nos amis du Rwanda, avec le régime de Paul Kagame, je ne dirais pas tous les Rwandais, mais le régime de Paul Kagame n'a pas compris de cette oreille-là et veut bien continuer à servir les mauvaises personnes pour continuer à troubler la quiétude de Congolais, la quiétude de nos populations, voilà, et en même temps à ralentir l'élan du développement de notre pays. Parce que vous savez que la guerre coûte beaucoup à la République et déjà ça nous empêche aussi d'avoir la mainmise sur toute l'étendue de notre pays. Et ça empêche que nous puissions implémenter les différentes les idées, les différentes politiques de développement que nous avons. Qu'est-ce qui fait que nous avons discerné que réellement c'est le Rwanda qui nous combat à travers le M23, mais nous laissons quand même notre frontière passable, notre frontière vraiment affrontable par le Rwandais? Pourquoi pas ne pas fermer cette frontière-là? Mais nous sommes toujours en train de le laisser ouvert au Rwandais pour le permettre de venir nous agresser. Bon, là, je ne sais pas trop répondre sur cette question, mais je crois que nous sommes en guerre avec les agresseurs, avec ceux qui sont en train de vouloir les sangs de Congolais couler tout le jour. Oui. Mais aussi, je vous ai dit que nous sommes sur plusieurs fronts.
Et sur le front de la diplomatie, le chef de l'État ne cesse d'aller parler de sa volonté de réunir l'Afrique, de réunir les différents pays, de construire ensemble l'Afrique pour que nos peuples vivent dans des très bonnes conditions. Vraiment. Et je crois que c'est aussi ça la motivation, même le leitmotiv de ces différents déplacements dans le monde. Dernièrement, nous avons vu Ruto, le président de Kenya, être accueilli à la Maison-Blanche, ou même le président Biden lui a cédé même son siège. Est-ce pour cela dire qu'aujourd'hui, la grande puissance des États-Unis est en train de choisir Ruto comme celui qui devrait faire la continuité de ce que Kagame a fait dans les sous-régions? Bon, nous ne savons pas prédire les choses de cette manière, mais je crois que, je l'ai toujours dit, que nous devons d'abord s'organiser au niveau interne. Ouais. Parce qu'au regard des ressources que nous possédons, au regard des richesses que nous regorgeons, nous aurons toujours des gens qui chercheront à nous chercher les pouces sur la tête, quoi. Ouais. Alors, il revient de notre devoir de s'organiser au niveau interne, de créer une armée forte et dissuasive, de créer de mettre en place une population éveillée, une population capable d'abord d'aimer son pays et de défendre son pays et de ne pas trahir son pays. Surtout ça. Parce que vous le savez que l'ennemi n'entre ou a la possibilité d'entrer chez vous qu'au travers de votre peuple qui peut-être serait cédéré pour de biens matériels ou pour de besoins financiers. Voilà. Donc, c'est à nous d'abord de commencer à s'organiser et de savoir que tous ceux qui nous entourent ne voudront pas toujours notre bien. Il y a de ceux qui vont comprendre, mais les autres auront peut-être un peu du mal à comprendre rapidement. Alors, parlons du gouvernement Soumina qui vient de faire son apparition il y a de cela quelques jours. Comment trouvez-vous la configuration du gouvernement? Est-ce que vous donnez la chance à ces gouvernements de mieux travailler pour l'intérêt de la population aujourd'hui? Monsieur Justin, je crois que la population qui nous suit en ce moment n'a pas autre choix que d'espérer. Ouais. Parce que, je me dis, nous venons déjà de traverser 5 ans du premier mandat, avec un résultat, c'est vrai, un peu mitigé, un peu discutable. Ouais. Et à ces débuts de ce nouveau mandat, nous ne pouvons pas déjà jeter un mauvais sort à ce gouvernement. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il faudrait dire par rapport à la composition de ce gouvernement, mais à mon avis, je crois que ce gouvernement devrait tout faire pour rencontrer les déshydratats, pour rencontrer les soucis, les problèmes que ce peuple est en train de vivre tous les jours. Surtout ça. En tout cas, je pense que peu importe ce qui a été fait à l'intérieur, si le chef de l'État accepte que cela continue de cette manière, parce que c'est là revenait du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, et donc nous sommes sûrs que ces gouvernements, si le chef de l'État accepte, parce que nous avons appris il n'y a pas longtemps qu'il y aurait une pétition contre ce gouvernement pour la non-représentativité de certaines provinces, ou la présence de d'autres personnes avec des moralités un peu plus douteuses. Je crois que si le chef de l'État, qui est le mieux informé parmi nous tous, accepte que ces gouvernements fassent un bon nombre de chemins de cette manière, nous aurons seulement ici à souhaiter que ce gouvernement se mette au travail le plus vite possible, parce que le peuple s'impatiente et le peuple meurt de faim. Le peuple est en train de croupir un peu de beaucoup de problèmes. Est-ce que ce gouvernement ne serait-il pas une occasion d'éclatement de l'union sacrée? Parce qu'il y a trop de mécontents, entre autres, il y a trop de caciques qui sont dans l'union sacrée, qui ne se sont pas retrouvés dans ces gouvernements, mais qui ne jurent que par peut-être la démission, peut-être quitter l'union sacrée. Vous ne voyez pas que l'union sacrée est en train de partir vers son déclin? Bon, je sais que ça pouvait arriver. Je savais que ça pouvait arriver parce que on ne saurait pas servir tout le monde. Surtout ça. On ne saurait pas faire un gouvernement de 80 membres du gouvernement. D'ailleurs, même avec cette composition, avec cette armature, c'est déjà de trop. Parce que la première ministre avait déjà parlé en son temps qu'elle aurait un gouvernement de 47 membres, mais nous sommes surpris à voir plus de 50 personnes. Déjà, c'est de trop. Mais aussi, je sais que de cette composition, il y a eu certaines personnes qui devraient normalement aider le chef de l'État
avoir un œil très regardant pendant les nominations, même pendant la configuration des différents ministères, mais eux aussi étaient dans la quête de savoir comment s'est positionné. D'où il y a des choses qui ont glissé, qui ne sont pas intelligibles à passer ou à être digérées. Prenons le cas de certains ministères qui ont été dissociés de manière abusive. Il y a certains ministères qui ont été associés aussi de manière un peu plus abusive, mais aussi les profits de certaines personnes que nous n'aurons pas voulu revoir dans ce gouvernement pour peut-être, pas pour une certaine haine contre eux, mais donner un nouveau vent, donner un nouveau espoir à la population. Et ça aurait peut-être donné une autre tournure à cette composition. Mais vous voyez que, comme je le dis, il y a une certaine réticence, mais je crois que le chef de l'État, avec sa vision, avec son leadership, il va essayer de souffler un vent de travail, un vent qui va essayer de rencontrer les besoins de la population. Vraiment, parlons un peu de ce ministère de la Jeunesse qui a été donné entre les mains d'une dame. Et par après, la toile est en train de parler des part et d'autres, de publications qu'on est en train de l'attribuer. On ne sait pas si c'est vrai elle ou bien c'est pas elle, vous étant que jeune. Un mot par rapport à cette nomination au ministère de la Jeunesse. Oui, monsieur Justin, personnellement, je ne connais pas la dame. Oui. J'ai suivi aussi les débats sur la toile et j'ai vu comment beaucoup d'encre et salive ont été versées sur cette question. Mais je ne sais pas vraiment prendre position de savoir si c'est la personne que nous avons vue circuler sur nos comptes Facebook ou c'était pas elle. Mais je crois que les chefs de l'État, s'il s'avérait que la dame elle est entachée de ce que les gens le reprochent sur la toile, les chefs de l'État devraient trouver une manière de sortir la jeunesse de cette situation. Mais si aussi de l'autre côté, que ce n'est pas elle qu'on accuse à tort comme ça, je crois qu'on va l'accorder la chance de donner le meilleur d'elle et puis de savoir que la jeunesse, c'est une très grande composition, une très grande composante, je voulais dire, de notre pays et qu'il faudra avoir, en tout cas, les deux pieds sur terre et une vision de ce que vous venez faire dans ces ministères. Voilà. Parce que la plupart de ministres que nous aurons eus dans ces ministères ont été cloisonnés, ont été réduits à des ministres qui recevaient de gens que dans des bureaux, ce qui n'était pas une très bonne chose. Alors que la jeunesse souffre de beaucoup de problèmes, souffre de beaucoup de maux, il faudrait une personne très bien rodée, très bien avoir deux pieds sur terre, comme je viens de le dire, avec une vision claire de ce que vous voulez faire de la jeunesse, parce que les problèmes de jeunes sont très légers et les jeunes d'abord rencontrent beaucoup de problèmes. Le président en fait souvent mention dans ses discours pour dire que la première richesse que nous avons au Congo, c'est d'abord la jeunesse. Mais est-ce que vous, la jeunesse en question, vous êtes déjà retrouvé depuis que le président Félix est au pouvoir? Je crois que le chef de l'État est en train de faire des avancées pour la jeunesse. Déjà en voir que certaines responsabilités de ce pays, certaines tas de responsabilités revenir à la jeunesse, ce qui n'était pas aussi fait dans les années passées. Mais aujourd'hui, le chef de l'État accorde à la jeunesse la chance d'avoir des postes de responsabilité que nous étions en train de convoyer ou bien de convoitiser parce que nous voyons des aînés prendre ces différents postes. Mais aujourd'hui, c'est aussi une manière de responsabiliser la jeunesse. Et alors, c'est à notre tour de prouver au chef de l'État que nous étions très bien rodés, très bien préparés à assumer ces postes, pas de venir rendre ces différents postes comme de moments où nous serons en train de se prendre des selfies et de publier des images sur TikTok et YouTube. Vraiment. Alors, merci beaucoup. Nous tendons vers la fin complètement de notre émission. Alors, parlons un peu de Vital Kamerhe, qui est à la tête de l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Je ne sais pas, selon vous, c'est une récompense qui date de longtemps du série de la cache, ou bien c'est juste du mérite de l'affaire judiciaire au perchoir de l'Assemblée nationale? Est-ce que Vital Kamerhe a mérité? Monsieur Justin, parler de mérite de manière démocratique, Vital Kamerhe a mérité. Oui. Parce que nous avons suivi les primaires qu'a organisé les présidiums, qui a été chapeauté par le secrétaire général Augustin Kabouya, qui a organisé les primaires, et à l'issue de ce primaire... Qui démontrait que c'était un mot qui a été donné, un mot d'ordre qui a été donné par la hiérarchie. Je crois que les députés ont agi en toute responsabilité. Ils ont choisi celui qui, pour eux, pouvait conduire le quinquennat du deuxième mandat du chef de l'État à l'Assemblée nationale. Et le profil de Vital Kamerhe a rencontré l'assentiment de beaucoup des députés de l'Union sacrée. La preuve, ils l'ont choisi comme candidat à la tête de l'Assemblée nationale. Maintenant, ici, c'est vrai que, comme je le disais, je disais à un ami, que deux fois, il faudrait, nous qui aspirons à avoir de responsabilités dans ce pays, il faudrait toujours se mettre dans la tête que notre passé peut nous rattraper à tout moment. Voilà comme notre ministre de la Jeunesse, comme je venais de le dire, je n'ai pas beaucoup de précisions, mais s'il s'avérait que c'était réellement elle, c'est une preuve encore pour que la jeunesse comprenne que nous avons le devoir de faire beaucoup d'attention à notre passé et à notre vécu aujourd'hui, parce que nous ne voyons peut-être qu'au bout de notre année, nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend demain. Peut-être vous pourriez rater d'autres responsabilités parce que vous avez peut-être posté une photo ou une vidéo que les gens vont utiliser. Peut-être vous étiez aussi impliqué dans l'affaire 100 jours. Aujourd'hui aussi, ça pourrait se vous rattraper. Bon, oui, dans l'affaire 100 jours, comme je venais de le dire. Mais fort malheureusement, comme le président avait dit que Kamerhe aurait un rôle à jouer dans ce pays, bon, peut-être qu'il est là. Oui, le rôle à jouer, le président connaît Vital Kamerhe très longtemps. Il sait que c'est une personnalité d'abord pétrie de connaissances. Monsieur Vital Kamerhe, on ne peut pas les nier, on ne peut pas en tout cas le refuser cela. C'est quelqu'un qui est un peu bien rodé, surtout sur des questions parlementaires. Maintenant, ici, je parlais du passé. Le président Vital Kamerhe a un passé avec le procès 100 jours que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas effacé dans leur tête. C'est vrai que la justice a lavé le président Vital Kamerhe, mais est-ce que cela était aussi le cas avec nos concitoyens? Maintenant, c'est aussi à lui de prouver que réellement il n'était pas impliqué dans cette affaire 100 jours, même si l'argent qui a été dilapidé n'a pas été restitué ou remis à l'État. C'est ça aussi notre inquiétude. Mais du moins, il devrait prouver à la face du monde qu'il a encore de quoi apporter pour le bénéfice, pas d'abord du chef de l'État, mais du peuple congolais. Parce que c'est vrai qu'il travaille dans l'Union sacrée, mais c'est pour l'intérêt d'abord du peuple congolais. Alors, vous n'avez pas eu peur dans l'Union sacrée que Kamerhe puisse vous mettre le bâton dans des roues quand vous aurez peut-être apporté des réformes au sein du pays, surtout que c'est une institution qui prend des décisions si importantes pour la population? Vous n'avez pas eu crainte que Kamerhe puisse vous mettre le bâton dans des roues, comme il en a fait aussi avec Etienne Tshisekedi? Non. Les élections, je pense que ici, je le dis même il n'y a pas longtemps, que c'est pour le bénéfice du peuple congolais. S'il y aurait de réformes, pendant ces quinquennats du deuxième mandat, qui viendraient peut-être du côté du gouvernement ou des parlementaires, si ça va dans l'intérêt général de la population, je ne vois pas comment Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, mettrait les bâtons dans les roues. Mais si c'est pour des calculs politiciens, des calculs de positionnement pour 2028, en tout cas là c'est un autre champ. C'est un autre champ politique qui épargne le peuple. Parce que ici, la population, notre peuple, attend ce que nous l'avons toujours dit, le peuple d'abord, le social,
C'est ce que nous attendons. Nous attendons de Caméré, d'abord, de mettre une politique de contrôle. Parce que la mission, parmi les missions de l'Assemblée nationale, c'est d'abord contrôler le gouvernement. Oui. Contrôler réellement le gouvernement, la gestion de la politique publique, et aussi de voir comment, je ne dirais même pas de voter des lois, parce que les lois, nous en avons en tout cas de la très bonne manière, des très belles lois, qu'il faudrait maintenant voir comment les appliquer. Alors, pour ou contre la révision de la Constitution, parce que je sens beaucoup de caciques de l'Union sacrée qui jurent que sur le changement de notre Constitution, la révision de la Constitution, actuellement là, est-ce que c'est important et urgent pour qu'on puisse revoir notre Constitution de la République? Monsieur Justin, je crois que les débats sur la révision de la Constitution, c'est encore un peu très loin. Je vais vous dire un truc. Vous savez que dans l'Assemblée nationale, là, il y a une loi qui demande en sorte qu'on exonère les jeunes entrepreneurs de certaines taxes, certains impôts pour leur permettre de bien travailler. Là, on n'a pas le temps d'en parler. Et voilà qu'on va nous emballer dans une, je ne dirais pas dans une distraction, mais on va nous mettre un peu en deux routes de nos attentes. Réviser la Constitution, c'est bien beau. Ne pas réviser, je ne suis pas encore, je ne sais pas. Mais ici, les attentes sont au-delà de la révision de la Constitution. Parce que déjà, je venais de le dire, nous avons des très belles lois qui souffrent de l'application. Je vous parle de la loi qui demande qu'on exonère les jeunes. Peut-être la plupart des jeunes ne connaissent pas cette loi. Même la loi Mbaou, de la dot à 500 $, cette loi-là... Ici je parle parce qu'on parlait de la jeunesse tantôt ici, c'est que le chef de l'État a eu à faire. Voilà qu'il y a une loi qui traîne pour son application, qu'on exonère, qu'on prenne l'exonération des taxes, des impôts pour de jeunes qui s'élancent dans l'entrepreneuriat. Parce que nous avons d'abord la souffrance, le problème d'embaucher les jeunes. Ici, il y a des jeunes entrepreneurs qui se démêlent, qui s'époumont de faire des choses qui peuvent essayer d'engager d'autres jeunes, mais voilà qu'on leur inflige des impôts et des taxes colossales qui n'arrivent pas à permettre aux jeunes de s'émouvoir, de s'épanouir par rapport à leurs activités. Nous pensons que, je suis de l'UDPS venu le dire, je pense qu'à un moment donné, nous devons ramener le vrai débat auprès de jeunes. La révision de la Constitution, il y aura un moment où nous parlerons de cette révision de la Constitution. Mais au début de ce deuxième mandat, nous avons beaucoup de choses qui sont restées dans les tiroirs, qui doivent être appliquées, qui doivent être implémentées, qui doivent être suivies pour que la jeunesse se retrouve dans la politique du chef de l'État. Mais si vous voyez des gens qui ramènent le débat ou qui ramènent des questions qui vont vraiment pas directement répondre aux attentes de la population ou de la jeunesse, c'est un peu question de nous embrouiller. Ici, je crois qu'il faut ramener le vrai débat. La révision de la Constitution, si je pourrais répondre à votre question, réviser la Constitution, je suis d'accord. Mais est-ce que les parlementaires, les nouveaux parlements, vont aborder les choses de la même manière que nous? Parce que nous avons des choses qui nous ont écœurés et qui nous ont dérangés pendant les moments du processus électoral. De voir comment des gens qui peuvent briguer à lui seul plusieurs postes, plusieurs mandats, ça dérangeait plus d'un. Est-ce que ces gens qui sont bénéficiaires de ces systèmes vont accepter de modifier ou bien d'apporter des modifications? Surtout qu'eux-mêmes sont aussi dans l'Assemblée nationale. Voilà, qui vont accepter d'apporter des solutions allant dans ce sens-là. Nous ne savons pas. Nous attendons voir s'il y aura une commission qui sera mise en place pour réfléchir par rapport au changement de cette constitution, de voir quels sont les éléments nouveaux qu'ils vont apporter et qui vont d'abord, en premier lieu, influencer le social du peuple congolais. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, Christian Malanga a reçu de faire une éruption au Palais de la Nation. Cela prouve la faiblesse de notre armée, la faiblesse de l'ANER, la faiblesse de la défense, parce que pareille chose ne s'est jamais produit du temps de Joseph Kabila, du temps d'Emzé Kabila.
Mais au moins du temps de Félix, nous voyons même des gens, des assaillants qui brandissent le drapeau de notre ancien régime Zaïre. Et ça nous a écœuré de voir que nous n'avons pas une très bonne sécurité dans une aussi institution grandiose comme Palais de la Nation. Cela reflète la faiblesse de notre régime. Bon, faiblesse, c'est peut-être trop dire, mais je crois qu'il y a eu une défaillance, une négligence de notre côté, parce que nous ne pouvons pas accepter que des gens arrivent à accéder jusqu'au Palais de la Nation, comme ça pour brandir un autre drapeau du pays, quoique leurs intentions étaient de s'attaquer au chef de l'État. En tout cas, nous ne pouvons pas accepter cela. Ouais. Et c'est vraiment une défaillance, c'est vraiment une négligence de notre côté, il faut le reconnaître. Mais aussi, il faudrait féliciter nos services, parce que au plus vite, ils ont pu maîtriser la situation. Et ceux qui ont essayé de chercher à s'attaquer à l'État, ils ont eu pour leur compte. En tout cas, dans des pareilles situations, on ne peut pas s'attaquer à l'État de cette manière-là. Nous ne sommes plus dans l'époque où on doit prendre le pouvoir par la voie des armes. Nous avions accepté de vivre une vie démocratique, et donc il est de notre devoir de suivre ce que la Constitution, cette Constitution nous demande, oui, pour que nous puissions garantir l'harmonie, la sécurité et la paix sociale pour notre peuple. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, bien sûr avec débordement de minutes, nous nous en excusons auprès de notre réalisateur Papa José Biamungu. Votre mot de la fin, M. José, avant de nous séparer. Merci beaucoup, M. Justin, je suis très content de vous rencontrer encore, et j'ai profité de l'occasion pour saluer tous les amis de l'UDPS Tchangou. Oui. Et malgré que nous n'avions pas été représentés dans ce gouvernement, comme nous sommes en train de demander que le chef de l'État tienne compte des figures de proue que nous regorgeons dans notre fédération Tchangou. Surtout ça. Parce que la fédération Tchangou est l'une des très grandes fédérations ici dans notre province, ville de Kinshasa. Et nous espérons que nous aurons des gens qui vont accompagner le chef de l'État aussi dans les réformes, en intégrant peut-être le cabinet du chef de l'État, ou peut-être d'autres structures que le chef de l'État va solliciter les expertises de notre parti, l'UDPS, parce que nous ne sommes pas le seul parti qui accompagne le chef de l'État, mais du moins je n'appelle au chef de l'État et au secrétaire général de l'UDPS d'avoir un regard sur notre fédération, la fédération UDPS Tchangou, parce que nous avions l'impression que nous sommes un peu oubliés lorsque nous devons prendre des postes de responsabilité comme au sein du gouvernement. D'accord, merci beaucoup. Ça a été pour moi un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et je vous crois encore prochainement avec le même plaisir. Merci beaucoup, M. Justin. Merci. Ça en est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe technique. Surtout un grand merci à M. José Biamungu pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve prochainement si Christ tarderait à venir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.